Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et une deuxième partie par rapport aux fondamentaux informatiques. Donc cette partie présente donc la suite de la première partie que nous avons déjà vue ensemble dans la vidéo précédente. Alors, dans cette première partie, on va commencer donc à définir des autres éléments. Parmi ces éléments, on a ce qu'on appelle le malware. Alors, c'est quoi un malware? Alors, les malwares principalement sont des logiciels malveillants qui peuvent prendre en fait des différentes formes. Parmi les formes qu'il peut prendre, en fait, c'est ce qu'on appelle le virus. Alors, le virus, c'est un code exécutable malveillant attaché principalement à notre fichier exécutable qui peut être vraiment d'une manière inoffensive ou peut modifier ou supprimer des données. Lorsque je parle sur un virus, alors un virus principalement c'est un malware aussi. Donc, on trouve en fait un virus, donc il est toujours attaché donc à un autre programme. Je prends un exemple comme un exécutable avec une extension .exe. Par exemple, on peut trouver des virus qui sont rattachés à un document Word. Alors, le virus, il peut se répliquer et se propager après une exécution initiale. C'est-à-dire, c'est que aujourd'hui, moi, le virus ne sera pas propagé sur mon système tant que j'ai pas en fait fait une action humaine. C'est-à-dire si j'ai pas fait un double clic ou bien en fait j'ai pas fait un double clic ou bien c'est pas en fait je n'ai pas lancé le programme. Après donc, pour vous donner un peu le virus, ce qu'il peut faire, c'est que de nombreux virus en fait principalement sont de genre parce que voilà, donc ils vont par exemple ralentir les sources, même en fait détruire les données ou bien empêcher l'exécution de certains, on va dire, éléments du système qui peut, on va dire, endommager votre système. Après, pour le virus, on va dire, pour qu'il se réplique, par exemple, là vous avez un fichier .exe qui est un virus, et là par exemple votre collègue il vient vous voir, il vous dit bah écoutez moi j'ai besoin du même programme. Donc voilà, vous prenez donc sa clé USB, vous mettez un copier-coller sur l'USB, et dans ce cas là c'est que voilà, le virus il a pensé à répliquer par une action humaine, c'est-à-dire c'est que voilà, soit en fait vous envoyez même en fait par email. Dans ce cas-là, je peux vous dire lorsqu'en fait il y a un virus qui est détecté par exemple qui est détecté par exemple on va dire par le système de messagerie. Dans ce cas-là il vous dit que ce fichier là donc il a un virus, donc vous pouvez pas l'envoyer. Par exemple, là je prends juste le cas de la messagerie de Google. Donc Google, par exemple la messagerie de Google, principalement le Gmail, donc il est capable de vous dire que par exemple un certain exécutable que vous êtes en train d'envoyer par email, donc il contient un virus et on ne peut pas le transmettre. Ok. Alors, il y a d'autres formes, c'est ce qu'on appelle les vers ou bien le worms. Alors, les worms, c'est propage d'un ordinateur à un autre, mais à l'inverse des virus, donc ils sont capables de voyager sans intervention humaine. Lorsque je parle des vers, c'est que les vers n'ont pas besoin de programme, on va dire, pour s'exécuter, donc ou bien s'auto-reproduire et se propager. Donc une fois un vers, on va dire, elle est pénétrée sur votre système, généralement via une connexion réseau ou bien en téléchargeant un fichier. Donc il est capable, on va dire, de s'auto-reproduire et se propager via le réseau. Ok. Alors, un cheval de Troie ou bien Trojan Horse, ou bien en fait, parfois en fait, on l'appelle même en fait un Trojan. Donc, lorsqu'en fait on parle Trojan, c'est automatiquement Trojan de Horse ou bien un cheval de Troie en français. En fait, c'est un problème, pardon, c'est un programme de destruction qui a l'apparence d'une application légitime. Bon, je m'explique. Lorsqu'en fait je parle d'un Trojan ou bien un cheval de Troie, je préfère dire Trojan, c'est plus simple pour moi. C'est vraiment l'un des types de malware les plus dangereux. Principalement lorsque je parle d'un trojan, donc il se fait généralement passer pour quelque chose qui pourrait vous intéresser dans le but de vous piéger. Je prends juste un simple exemple. Vous avez trouvé par exemple un logiciel intéressant pour vous. Voilà, donc on peut cacher du trojan en fait derrière ce logiciel. Même en fait, parfois en fait, vous pouvez trouver j'ai eu l'occasion d'investiguer sur des incidents comme ça. Euh, voilà, donc on a trouvé en fait une image qui contient derrière, en fait, c'est ce qu'on appelle des trojans. Vous pensez en fait c'est légitime, mais apparemment non, c'est pas légitime. Donc une fois
sur votre système, donc vraiment les créateurs les créateurs, on va dire, de ce Trojan. Donc, il obtient un accès non autorisé, par exemple, à l'ordinateur infecté. Et à partir de là, c'est que les Trojans peuvent être utilisés pour voler des informations à partir de votre ordinateur, ou bien même en fait pour installer des menaces telles que des virus, ou bien même en fait des ransomware. Alors les ransomware, pour l'occasion, je vous dis, c'est que c'est un type de malware. Alors le ransomware, c'est un type de malware, c'est une forme de malware qui peut empêcher d'accéder à votre appareil qui sera responsable par exemple de crypter vos fichiers et qui vous force par exemple à payer une rançon pour les récupérer. Revenons par exemple aux Trojans. Donc parmi les choses en fait qu'on peut avoir avec les Trojans, c'est que en utilisant les backdoors, et c'est très souvent en fait employé pour regrouper des ordinateurs infectés afin de former ce qu'on appelle en fait des botnets, et ce que nous avons vu dans les attaques des DOS, ou bien ce qu'on appelle aussi des réseaux de zombies à des fins voilà criminelles principalement. Ok. Donc, je passe au prochain diapo. Alors, le social engineering. Alors, le social engineering, c'est, ou l'ingénierie sociale en français. Alors, c'est une stratégie qui est utilisée par les cybercriminels pour manipuler des personnes afin vraiment d'obtenir quelque chose d'elles, en fait, sans qu'elles ne se rendent compte. Vous voyez ce que je veux dire? Et un deuxième point, c'est qu'une type d'attaque qui permet aux attaquants d'obtenir un accès légitime et autoriser des informations confidentielles. Je donne en fait plus d'éléments qui vont vous permettre de comprendre le social engineering. Lorsqu'en fait je parle de social engineering, principalement en fait il y a deux choses. Soit en fait il y a une forme technique, soit en fait il y a une forme, ou bien en fait c'est formel. C'est-à-dire c'est que je peux dire que une vulnérabilité humaine, même en fait il y a des vulnérabilités humaines, voilà, donc en exploitant un peu la gentillesse de la personne, ou bien de passant comment vous êtes en fait une hiérarchie, ou bien vous passez comme en fait vous êtes un responsable. Et là je vais vous donner en fait quelques exemples dans ce stade. Lorsqu'en fait je parle du social engineering, principalement n'est basé ni sur l'outil informatique, ni sur l'exploitation de failles de matériel ou logiciel. Principalement, ce type d'attaque, il utilise une autre faille. Comme j'ai dit, c'est une faille humaine. Par exemple, le social engineering, comme j'ai dit, c'est qu'il vise à manipuler une personne afin de soustraire des informations du système informatique, ou bien même en fait de s'y introduire, sans avoir besoin principalement de procéder à quelconque, par exemple à une attaque, Ok. Je vous donne juste un simple exemple. Par exemple, dans le social engineering, comme j'ai dit, en fait, il y a une forme technique, il y a aussi en fait il y a une forme, ce qu'on appelle plus en fait formelle. C'est que là, dans ce cas-là, on utilise en fait une faille humaine. Par exemple, là, quelqu'un qui a réussi en fait à faire une Caller spoofer ID, c'est-à-dire en fait qu'elle a pu spoofer donc le numéro de votre service informatique. Là, il passe comme un informaticien au niveau de votre service. Il vous dit ben voilà, moi je suis l'ingénieur machin, on avait détecté donc un virus qui circule au niveau du réseau, et en fait et ce virus là donc il a infecté, en fait il crée une histoire, vous voyez ce que je veux dire, donc il crée une histoire, donc il vous dit que ce virus donc il a infecté pas mal de machines, parmi ces machines il y a la vôtre. Dans ce cas là, nous on peut pas prendre la machine sur votre poste pour arrêter ce virus, parce que principalement il nous a causer, on va dire, des pertes financières, des choses comme ça. Donc il vous dit, voilà, pour pouvoir arrêter, donc il faut que vous me donnez votre mot de passe, et entre midi et 2, donc moi je vais faire le nécessaire afin que je vous stoppe pas on va dire, de votre travail. Donc et si vous me donnez pas votre mot de passe, vous serez donc vraiment, on va dire, vous serez convoqué, je sais pas à quoi, donc chez la RH. En fait, franchement, il crée des histoires. Bon, c'est juste en fait un exemple parmi une dizaine, hein.
Et dans ce cas-là, donc la personne en fait qui l'a eu au téléphone, donc il se trouve en fait bloqué. Ben, il dit voilà c'est mon mot de passe. Surtout c'est le gars s'il a aucune idée par rapport au social engineering, si en fait le gars donc il a pas un background technique, s'ils connaissent pas vraiment les différents attaques de sécurité, différents attaques. C'est pour cette raison, en fait, il y a le rôle du RSSI, donc ce qu'on appelle le CISO, c'est afin de sensibiliser les utilisateurs par rapport à ces attaques, ne jamais communiquer vos mots de passe, donc des choses comme ça. Après, donc le gars, lorsqu'il récupère son mot de passe en passant par le service informatique, dans ce cas-là, c'est que tout simplement, il pose certaines questions. Est-ce que ce mot de passe il est utilisé par une telle application? Est-ce que c'est le même mot de passe qui est utilisé pour l'accéder donc à une telle application financière? Donc là, la dame donc il va répondre avec oui et non. Donc le hacker donc il a déjà défini ses targets, hein. Et dans ce cas-là il commence en fait à récupérer le maximum des informations. Est-ce que ce mot de passe par exemple il peut être utilisé pour accès à des applications financières, je sais pas, à des applications de comptabilité, des choses comme ça, pour récupérer des informations, pour extraire des informations dont il ne peut pas avoir l'accès facilement. Ok. Après, en fait, on a, lorsqu'en fait on parle côté technique, il y a aussi donc le phishing. Donc le phishing, c'est un type, c'est en fait c'est une forme aussi de social engineering. Et le phishing, c'est ce qu'on appelle le hameçonnage ou bien le phishing est une forme d'escroquerie sur Internet. Alors, le phishing, c'est une technique frauduleuse qui consiste à récupérer vos données personnelles, compte d'accès, mot de passe et ou bancaire en se faisant passer par un tiers de confiance. Je prends juste en fait un exemple du phishing. Bon, j'ai déjà fait une image pour expliquer un peu le phishing. C'est quand par exemple il y a un attaquant qui envoie un mail vers un employé. Donc le employé, par exemple, dans ce mail-là, il y a une redirection vers une page web. Donc l'employé, donc il clique sur cette page web. Donc ils fournissent les informations bien, donc les informations bien valides des informations que le hacker donc lui a fait. Et puis en fait, il envoie ces informations. Et lorsque il envoie ces informations, dans ce cas-là, donc ils seront envoyés vers l'attaquant. Et puis ce attaquant, donc il va utiliser ces informations pour accéder par exemple au serveur de l'entreprise, ou bien par exemple une application de comptabilité dont l'employé donc il a déjà fourni ces informations. Parmi en fait les cas les plus, ce qui arrive très souvent, comme j'ai dit, parce que moi c'est principalement de temps en temps j'investigue sur ce genre des incidents. Il y a parfois en fait c'est que et ça peut y arriver, hein, c'est que vous pouvez recevoir un email, on va dire, d'un service public, c'est-à-dire en fait un email d'une organisation publique, je sais pas en fait, les impôts, bien en fait, même en fait les assurances ou bien quelque chose comme ça. Ils vous disent que voilà, vous êtes légitime à un remboursement d'un tel montant. Les gens, lorsqu'ils voient en fait ces montants-là, voilà, ils n'hésitent même pas une minute, donc ils rentrent au niveau du site sans faire attention. Ils commencent par exemple à fournir les informations de leur carte bancaire pour qu'ils soient remboursés. Et finalement, c'est que ces informations-là sont des informations qui partent vers le hacker, et le hacker donc il va utiliser ces informations pour ces réseaux. Je sais pas en fait, voilà, donc il laisse ces informations, et puis en fait lui donc il peut faire tout ce qu'il veut avec ces informations. Très très bien. Alors, l'évolution du phishing. Alors, lorsque je parle de l'évolution du phishing, dans ce cas-là, on est sûr et certain que le phishing, donc, il a évolué vers des autres types d'attaques. Par exemple, et différents types d'attaques, et aussi vers des autres formes. Parmi ceux qu'on trouve actuellement, c'est ce qu'on appelle le spear phishing. Le spear phishing, c'est qu'il va permettre de cibler des utilisateurs, un groupe d'utilisateurs similaires. C'est-à-dire, on va dire, un groupe d'utilisateurs qui travaillent pour la même entreprise. Le whaling, alors le whaling, c'est-à-dire c'est qu'on va cibler les personnes de high level
C'est-à-dire des personnes qui sont très très bien positionnées, donc notamment je parle principalement sur des directeurs, des chefs des services, même des ministres, donc des managers, en fait des personnes là où vous êtes sûr et certain lorsque l'attaque va aboutir que vous allez récupérer plusieurs informations. Très très bien. Le framing. Alors, le framing, c'est qu'il utilise des services légitimes pour envoyer des utilisateurs vers un site compromis. Je m'explique. Par exemple, là, vous faites du DNS poisoning et que je prends par exemple là vous avez poisonné donc votre serveur DNS ou bien le fichier post d'utilisateur et vous dites que au lieu que l'utilisateur qui sera redirigé vers une telle IP qui correspond donc par exemple à un tel site web, bah, dans ce cas là tu vas l'envoyer vers le site de l'attaqueur qui est similaire au site légitime. Ok. Donc le phishing, alors le phishing avec un V, donc principalement c'est une arnaque vocale pour conduire des gens à faire des choses qui pensent être dans leur intérêt. C'est comme l'exemple que je vous ai donné dans le diapo précédent. Lorsque il y a une personne qui appelle pour dire que je suis un ingénieur de service informatique de votre entreprise, donc voilà, on avait constaté donc un virus qui a infecté votre poste, donc des choses en fait comme ça. C'est ça en fait ce que veut dire le phishing. Alors le smishing, donc c'est smishing, c'est la contraction de SMS et de phishing. Lorsque je parle de SMS, c'est un message texte envoyé, parce que là c'est ça ce que veut dire le SMS. Donc le SMS, donc c'est un message donc envoyé à un utilisateur sur son téléphone bien entendu, dont le but de l'inciter à partager ses données personnelles ou bien même ou télécharger un virus ou un programme malveillant. Exemple d'une attaque du SMShing, c'est que par exemple une entreprise ou bien par exemple un attaquant qui se passe pour une entreprise qui adresse par exemple à ses bénéficiaires, voilà, donc il faut suivre un tel lien pour être remboursé d'une telle somme de 200 € parce que voilà, donc c'est le remboursement de cette année. Bien même en fait pour le demander de saisir leurs coordonnées bancaires pour que vous soyez remboursé. Très bien. Alors le watering call, donc c'est une attaque qui vise à compromettre les utilisateurs d'un certain secteur d'activité en infectant les sites web qu'ils consultent fréquemment. Lorsque je parle du watering call, donc il principalement consiste à infecter un site web légitime dans le but explicite de contaminer ses visiteurs. Ok. Alors, les password vulnerabilities, ce sont les méthodes pour obtenir les mots de passe. Parmi ces méthodes, on trouve ce qu'on appelle le guessing. Alors, le guessing, c'est en fait, il va nous permettre de deviner un mot de passe. Lorsque je parle de deviner un mot de passe, par exemple, là, vous utilisez en fait des passwords en fait qui sont très simples. Hein. Par exemple, le password 1, 2, 3, 4, 5, 6, ou bien en fait admin, voilà, des choses comme ça. Après, si vous avez donc vous êtes comme un attaquant, vous avez pu récupérer quelques informations par rapport à un certain utilisateur, donc vous avez pu identifier donc notamment ses centres d'intérêt, donc vous savez par exemple que cette victime donc il aime principalement les voitures, donc vous pouvez deviner son mot de passe par exemple en tapant tous les marques de voitures 1, 2, 3, 4, 5, 6, de choses comme ça. Ok. Donc après, donc, vous avez ce qu'on appelle le brute force, ou bien force brute en français. Alors, lorsque je parle des attaques par force brute, c'est une attaque qui consiste principalement à tester toutes les combinaisons possibles d'un mot de passe. Parce que plus qu'il existe de combinaisons possibles pour former un mot de passe, bien entendu, c'est que plus le temps moyen nécessaire pour trouver ce mot de passe, il sera très long. Ok. Après, vous avez donc une attaque par dictionnaire. Lorsque je parle sur les attaques par dictionnaire, c'est une type d'attaque qui consiste à tester une série de mots de passe issus d'un dictionnaire. Après, pour la protection contre tous ces éléments, contre toutes ces méthodes, donc la meilleure des choses, c'est utiliser, c'est ce qu'on appelle un MFA, Multi-Factor Authentication. Je prends l'exemple de ce qu'on appelle le OTP, One Time Password, c'est que en plus que vous tapez votre mot de passe, on va dire votre mot de passe normal, donc par exemple votre mot de passe AD,
c'est que vous serez invité à saisir donc votre one-time password, c'est-à-dire c'est que le mot de passe ou bien le code PIN qui se génère chaque 60 secondes ou bien chaque 30 secondes. Il y a des différents éléments, donc il faut juste que la personne qui est en charge pour cette partie d'authentification, qu'il configure une double authentification. Euh, je prends parmi les applications qui sont connues, là Google Authentificateur, il y a même en fait tout ce qui est physique, tout ce qui est RSA Secure ID. Donc vous avez un mot de passe, ou bien pardon, vous avez un code PIN qui se génère chaque 30 secondes, ou bien chaque 60 secondes. Donc c'est un code PIN qui est composé de 6 numéros. Bien. Après, il y a l'utilisation des différents mots de passe sur différents comptes et systèmes. Lorsque je parle d'utiliser différents mots de passe sur différents systèmes de comptes, c'est que au lieu que vous allez utiliser le même mot de passe sur l'ensemble des comptes, c'est que dans ce cas-là, vous pouvez utiliser des mots de passe différents sur vos comptes. Je prends un exemple, vous avez donc une application qui fait de la comptabilité et vous avez une application qui fait de la finance. Donc ce qui est recommandé, c'est toujours utiliser des mots de passe différents. Après, vous allez me dire que moi j'ai un problème de mémoire, donc je ne peux pas m'en souvenir. Maintenant, il y a des outils comme de ce qu'on appelle le password manager, comme du LastPass principalement. Donc et là, il vous propose des mots de passe. Et puis, lorsqu'il propose des mots de passe, c'est que vous pouvez les rajouter au niveau de votre base de données et que à chaque moment, vous pouvez rentrer en fait, par exemple, à ce site web. Donc là, lui, il va détecter, il va vous dire, voilà, votre login et votre mot de passe qui sera saisi automatiquement. Après, le troisième point, il ne faut jamais utiliser des mots de passe basés sur des informations personnelles facilement accessibles ou bien devinables. Hein. Donc là, il faut éviter en fait ce point-là. C'est d'où en fait ça vient ou bien donc il arrive l'intérêt des formations qui sont organisées en interne par le RSSI, donc les responsables du secret des systèmes d'information, bien ce qu'on appelle en anglais les CISO. Donc dans l'entreprise, ce sont qui sont responsables de la sécurité des systèmes d'information au niveau d'entreprise. Là, ils font de temps en temps des formations afin de sensibiliser les utilisateurs par rapport à certaines attaques, notamment ce point-là, qu'il ne faut jamais utiliser des mots de passe qui sont facilement accessibles ou bien devinables. Après, donc il y a un quatrième point qu'on peut le faire, c'est ce qu'on appelle l'authentification par certificat. Donc c'est qu'au lieu on va utiliser donc par exemple un mot de passe, qu'on peut utiliser l'authentification par certificat et il se peut que ce certificat qui soit renouvelé chaque 1 jour, chaque 20 jours, chaque 2 mois, chaque 3 mois et ce certificat il est enregistré donc au niveau de votre poste. Après donc il y a des autres protections, bien des autres alternatives hein, donc notamment c'est ce qu'on appelle des authentifications par empreinte. Hein. Donc vous pouvez en fait, si vous avez donc un système qui permet ça, donc dans ce cas-là, donc il est super recommandé. Vous avez aussi des authentifications par rapport physique. Donc là, on utilise par exemple des clés YubiKey. Donc c'est aussi donc c'est très important et c'est super aussi. Il y a plusieurs éléments. C'est franchement tout dépend de la volonté. Lorsque je parle dans le cadre de l'entreprise, c'est tout dépend de la volonté de l'entreprise, comment ils veulent sécuriser donc principalement leurs fonctionnaires, leurs collaborateurs, et aussi ça dépend notamment du budget qui est dédié pour cette partie. Donc, je voudrais ajouter donc un point très important par rapport au scanner de vulnérabilité. Alors, parmi les éléments qu'un scanner de vulnérabilité donc il permet de remonter en plus donc les vulnérabilités existantes qu'il a détectées au niveau de notre réseau, c'est de tester les mots de passe par défaut, principalement les mots de passe admin et les mots de passe route d'un équipement. Je m'explique. Lorsque le scanner de vulnérabilité donc il fait son travail, tout simplement, lorsqu'il détecte un équipement au niveau du réseau, je dirais un équipement X, je ne vais pas prendre un exemple d'une solution. Par exemple, sur l'équipement X, le mot de passe par défaut admin, c'est admin. Donc admin. Donc, au niveau du scanner de vulnérabilité, donc il a dans sa base de données donc tous les mots de passe par défaut on va dire de tous les équipements qui existent. Hein. Donc notamment voilà donc la solution X. Alors ce qui va y arriver, c'est que tout simplement donc lorsque lui donc il va détecter donc il s'agit d'une solution X,
qu'il va faire, c'est qu'il va tester aussi donc si on peut y accéder à cette solution X avec son mot de passe par défaut, donc le mot de passe admin. Donc, lorsqu'il teste, on va dire admin, si l'équipement le répond avec et si il est accessible avec son mot de passe par défaut, dans ce cas-là, il ne remonte au niveau de son rapport comme quoi un tel équipement qui a un nom qui est le nom, je sais pas, ABCD, avec une telle adresse IP de management, il vous remonte en fait en description comme quoi en fait il a détecté et ou bien elle est accessible avec son mot de passe, son mot de passe local admin, ou bien route. Avec une telle sévérité bien entendu. Donc, il vous laisse le temps et donc de corriger donc cette vulnérabilité. Et tant que cette vulnérabilité est donc qui correspond, donc vous pouvez accéder donc avec admin dans ce cas-là et il va toujours en fait la remonter. Ok. Et ça c'est très important parce que de temps en temps ce qu'il arrive, hein, que les personnes qui intègrent ces équipements ou bien les intégrateurs, ils oublient à chaque fois en fait de modifier les mots de passe admin. Euh, c'est pour ça, voilà, il y a un scanner de vulnérabilité qui permet de remédier à ces informations. Il vous dit, voilà, lorsqu'il détecte des vulnérabilités comme ça, bah, il le remonte tout de suite. Donc, et là, il vous dit que, comme quoi, vous utilisez le mot de passe, le mot de passe admin, c'est le mot de passe par défaut. Il faut le changer automatiquement. Sinon, en fait, vous allez faciliter, si vous avez une attaque d'une personne, d'un hacker, d'accéder avec le mot de passe admin. Ok. Euh, pour finir aussi, c'est que justement par rapport à ces deux présentations que j'ai fait pour la sécurité ou bien pour les fondamentaux de la sécurité informatique, c'était juste en fait des informations très courtes, hein. C'est que aujourd'hui, si vous voulez plus en fait se spécialiser dans le domaine de la sécurité, soit en fait après le passage du programme de la CCNA, et je vous dis toujours, il faut toujours en fait commencer par la CCNA parce que franchement c'est grâce à la CCNA que vous pouvez avoir la base pour passer donc à un niveau sécurité. Vous pouvez en fait soit passer par exemple au niveau de la CCNP Security, et là je vous recommande aussi. Après, si vous voulez vraiment commencer dans le domaine de sécurité, on va dire d'un niveau débutant, vous pouvez en fait passer donc ou bien voilà, passer donc la certificat Contia Sécurité Plus. Sinon en fait vous avez la Contia Cyber Security Analyst pour tout ce qui est en fait analyse de analyse cybersécurité. Et sinon en fait pour tout ce qui concerne donc les certifications de hacking, donc vous avez donc le certificat Ethical Hacking, avec sa version 11, donc la dernière version d'aujourd'hui, donc auquel je suis en train d'enregistrer cette vidéo le 26/11/2020, c'est la version 11 du certificat Ethical Hacking, le COH. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous soumettre vos questions, soit en fait par LinkedIn, soit en fait vous pouvez utiliser notamment la section questions-réponses du Dimi. Je vous dis à très bientôt et je vous dis aussi à la prochaine vidéo.